Bonjour à tous. Alors, on va voir aujourd'hui la structure du système à microprocesseur. C'est la troisième partie de la troisième vidéo sur ce chapitre-là. Donc, si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, je vous encourage à le refaire. Dans cette troisième partie, on va se focaliser sur l'architecture interne du DSP. Maintenant qu'on a vu un peu des généralités dans les deux premières, on va voir sur notre DSP en particulier comment est-ce que ça fonctionne. Donc pour ce cours, je vais utiliser deux documents. Je vais reprendre le support de cours là où on s'est arrêté lors de la dernière vidéo. Et puis je vais également utiliser le fascicule du DSP pour vous montrer quelques registres internes intéressants. Alors, ici, le DSP est un microcontrôleur, hein. Donc je vous rappelle, nous c'est le TMS 320F28335. Un microcontrôleur, comme j'ai dit précédemment, c'est composé d'un microprocesseur, de la mémoire et de périphériques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le microprocesseur et la mémoire. Donc je vais parler des deux composants différents. Je vais commencer par la mémoire et je vais commencer par l'architecture mémoire. Donc l'architecture mémoire du DSP, c'est une architecture Harvard, c'est-à-dire que chaque zone mémoire possède ses propres bus d'adresse et bus de données. Donc la zone mémoire elle se découpe en trois zones. La zone programme qui est réservée au code machine, donc c'est le code assembleur qui est compilé et qui ensuite est mis dans la mémoire, comme on l'a vu précédemment. La zone data qui est un espace réservé à la RAM et au périphérique interne. Donc c'est là où vous déclarez vos variables, etc. Les périphériques également du DSP qui utilisent de la mémoire stockent leur mémoire là, ici. Alors, la zone mémoire, elle contient elle est de capacité 4 mégaoctets. Donc 4 mégaoctets de mémoire. Néanmoins, la zone adressable totale elle est adressable sur 32 bits du bus d'adresse. Ce qui veut dire que si vous voulez, vous pouvez interfacer de la mémoire externe pour étendre la mémoire jusqu'à 4 gigaoctets. Et puis il y a une troisième zone qu'on n'utilise pas du tout en IF40, qui est la zone input-output, qui est presque inoccupée et en fait elle est utilisable pour pouvoir interfacer des composants externes, si vous avez besoin d'autres composants que ceux qui sont présents dans le microcontrôleur. Alors, les périphériques internes implantés dans la zone data, ils sont accessibles par l'intermédiaire de registres et de pilotage des périphériques. Hein. Voici un plan mémoire donc, que vous retrouverez dans le fascicule du DSP. Également, je vous l'ai mis à la page 10. Vous le retrouverez qui vous représente un plan de découpage de la mémoire. Donc avec les différentes zones. Alors toute la partie droite on va pas s'en occuper parce que c'est si jamais vous connectez une mémoire externe. Par contre la partie de gauche, vous retrouverez dans la colonne gauche ici l'espace mémoire data et ici l'espace mémoire programme. On remarque que la mémoire est adressée sur 22 bits. Donc vous avez les adresses qui partent de 000000 à 3FFFFF. Alors malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser toute cette zone mémoire. D'accord? On voit, hein, il y a des parties qui sont réservées ici. Donc elles sont inutilisables, aussi bien en data qu'en programme. Et il y a des parties qui sont réservées aux périphériques. Ces parties que je mets en lumière ici avec mon curseur. Ces parties-là, pareil, elles sont déjà utilisées par les périphériques, vous ne pouvez pas utiliser pour vos variables. Par contre, il y a de larges gammes, de larges plages de mémoire qui peuvent être utilisées. Hein. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est complètement transparent pour nous en IF40. En assembleur, quand vous écrivez .bss toto, Toto va aller réserver un emplacement dans la mémoire pour pouvoir y placer l'étiquette Toto, donc à une adresse physique. L'adresse physique, vous ne la connaissez pas, mais c'est pas grave, elle vous est attribuée. Okay. Voilà pour la mémoire. Ensuite, pour le microprocesseur, donc la structure et fonctionnement en général de l'unité centrale. Le microprocesseur du DSP, bah, il va retrouver les mêmes éléments qu'on a vu dans la vidéo précédente sur le microprocesseur en général. C'est-à-dire une unité arithmétique et logique, ALU en anglais, hein, qui permet de réaliser des opérations arithmétiques, donc addition, soustraction, opérations logiques et ou exclusives, des tests de bits, des décalages, des rotations de bits. Sachant que les opérations portent soit sur un, soit sur deux nombres au maximum, donc il n'y a que deux nombres qui peuvent rentrer dans la LU. Et pour pouvoir stocker tout ça, on utilise un accumulateur. Donc un accumulateur, c'est une zone mémoire de 32 bits qui va recevoir tous les résultats des opérations que vous faites via la LU. Et il va servir également à préparer
un des deux nombres que vous utilisez. Exemple, si vous faites l'addition de A et de B, eh bien, il faut déjà mettre A dans l'accumulateur et ensuite vous faites add B en fait. Et le résultat, qui peut être vu comme C, va être dans l'accumulateur. Alors il y a d'autres registres, hein. Il y a le compteur ordinal PC, donc on en a vu la dernière fois, c'est celui qui contient l'adresse de la prochaine instruction à aller lire et donc exécuter. Le registre de pointeur de pile, ça on le voit pas en IF40, ça permet de pouvoir sauvegarder, faire une photo en fait, un instantané de tout la valeur de tous les registres là, internes au microprocesseur, de sauvegarder ça, de lancer, de dérouler le programme pour aller lancer par exemple une interruption, et quand vous revenez, hop, vous restaurez votre sauvegarde. On va avoir les registres de pointeur d'adresse, appelés également les registres auxiliaires de XR0 à XR7. J'en parlerai le moment venu, surtout quand je parlerai de l'adressage indirect. Et on va avoir le registre d'index AR0. Alors, XR0, XR7, ce sont des registres sur 32 bits. Je vais prendre le fascicule DSP pour vous expliciter ça. À la page 16. Donc, XR0 jusqu'à XR7, c'est des registres sur 32 bits. Ils sont découpés en 2 x 16 bits. La partie basse s'appelle AR0, la partie haute s'appelle ARH. L'accumulateur c'est pareil, il fait 32 bits, il est découpé en AL pour low, partie basse, et AH pour high, partie haute. Donc vous pouvez travailler soit avec les 32 bits, soit avec une des deux parties. Et enfin, on a des registres internes spécifiques pour les interruptions. On les verra pas en IF40. Ils s'appellent IFR, IER, DBG, IER, etc., etc. Alors, je reviens sur l'ALU. Comment est-ce que fonctionne l'architecture interne du microprocesseur? On a au-dessus ici dans ce schéma le bus de programme qui va aller récupérer l'instruction. Le microprocesseur, en décodant l'instruction, va aller piloter l'ALU. Si par exemple l'instruction dit faire une addition, il va aller piloter l'ALU pour faire une addition. L'addition, elle se fait entre deux nombres. Un premier nombre qui va être stocké dans l'accumulateur, vous voyez, il va remonter et il va descendre dans l'ALU ici. Donc par exemple, on va l'appeler le nombre A. Et le nombre B qui va être pris sur le bus de données ici et qui va être envoyé par l'ALU. Avant, il passe par un registre à décalage. Donc si vous voulez B, vous pouvez le décaler à gauche ou à droite, right or left, avant de faire l'opération. Ok. Donc ça permet par exemple de faire A plus B fois 2. Ou des choses comme ça. En un seul cycle. Hein. Et le résultat est mis dans l'accumulateur. Si vous voulez sauvegarder le résultat vers la mémoire, et bien ensuite vous allez l'envoyer vers la mémoire. Et pareil, vous pouvez le décaler avant de l'envoyer dans la mémoire. Alors, vous remarquez également la présence d'un autre bloc qui s'appelle multiplieur. Effectivement, dans ce DSP, en plus de l'ALU, il y a une structure qui permet de faire des multiplications. Donc c'est quelque chose qui est peu courant, mais qui est beaucoup utilisé sur les DSP. DSP, c'est l'abréviation de Digital Signal Processing. Pourquoi? Parce que c'est un microcontrôleur qui va être utilisé pour faire beaucoup de traitement du signal. Donc on va faire avec des intégrales, des sommes, des multiplications pour faire des transformés de Fourier, des choses comme ça. Donc on va avoir besoin, et le DSP le permet, d'avoir beaucoup de performance en temps d'exécution sur des calculs assez lourds comme ça. Et en fait, en ayant ce schéma-là, vous pouvez faire une multiplication et une addition, le tout sur le même temps de cycle. Alors hein, on voit que la multiplication, il faut qu'on récupère également une variable du bus de données. Et la deuxième variable, en fait, elle vient de P. Le registre P, là, sur 32 bits, qui est découpé en deux parties, PH et PL, hein, P pour high, L pour low. C'est l'équivalent de l'accumulateur pour l'ALU. P, c'est l'accumulateur pour le multiplieur. Okay. Et le résultat de la multiplication, on peut le réinjecter dans l'ALU. Vous voyez, comme ceci. Ce qui veut dire que, eh bien, on peut faire des instructions comme ceci. MPYA étoile plus. Alors cette instruction-là, vous regarderez dans le registre d'instructions si ça vous intéresse. MPY, c'est l'abréviation de multiplier en anglais. A, c'est l'abréviation de addition. L'opérande, c'est l'étoile. On verra ce que c'est un petit peu plus tard. Donc c'est l'adressage indirect. Et plus, c'est étoile égale étoile plus 1. Donc lorsqu'on fait cette instruction, on fait l'ARU. Donc on va gérer une adresse. On va incrémenter une adresse ici.
on va réaliser une multiplication, on va réaliser une addition, et si on le souhaite, c'est pas le cas ici, mais à l'opérande, on peut également lui mettre un décalage. Donc on peut faire 4 opérations, tout ça en un seul cycle machine. Alors que sur un microcontrôleur classique, il faudrait 4 cycles machine pour pouvoir faire ça. Voire plus, si vous n'avez pas de multiplicateur, parce qu'une multiplication, c'est une somme d'addition. 3 fois 2, c'est 3 plus 3 plus 3. Et donc, il faudra faire 3 fois l'addition. Donc vous imaginez le temps de cycle que ça peut prendre, alors que là, vous faites tout en un seul temps de cycle. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder ça dans votre fascicule de registre d'instructions, là, qui se trouve sur Moodle, que je vous ai introduit en TD et en TP. Et puis, essayez de voir un petit peu comment l'instruction fonctionne. Je vous ai donné une solution ici. Ok. Alors, le schéma de l'unité centrale, il fait apparaître les bus en relation avec chaque élément des unités arithmétiques. Les connexions qui sont établies en fonction de l'opération réalisée, elles sont gérées par une logique interne à l'unité centrale. La multiplicité des bus qui est propre au DSP permet d'optimiser le temps des transferts en les rendant indépendants pour chaque entité. Donc à l'intérieur du DSP, on va trouver 6 bus internes. Je vous ai dit qu'on était en architecture Harvard, ça veut dire qu'on va avoir un bus pour la mémoire programme et un bus pour la mémoire donnée. En fait, on en a même deux pour l'espace mémoire donnée. Pour le bus programme, on retrouve les classiques bus d'adresse, bus de données que je vous ai introduit la dernière fois. Et pour l'espace mémoire data, on va trouver un bus d'adresse pour les lectures, un bus d'adresse pour un bus de données pour les lectures, excusez-moi, un bus d'adresse pour les écritures et un bus de données pour les écritures. Alors le fait d'avoir 6 bus, ça va nous permettre d'optimiser les temps d'exécution sur lecture-écriture, puisque ayant un bus spécifique pour la donnée pour la lecture et un bus spécifique pour la donnée d'écriture, vous allez pouvoir, lors d'une seule instruction, lire le nombre pour l'instruction suivante tout en écrivant le résultat de l'instruction précédente dans la mémoire. Alors attention à ça, puisque ça reste dans l'architecture interne du DSP. Si vous y ajoutez de la mémoire externe, vous allez retrouver une interface classique de microcontrôleur avec juste un bus de données, un bus d'adresse et un bus de contrôle pour lecture-écriture. Donc vous allez perdre en performance sur de la mémoire externe. Voilà, c'est tout pour cette partie. La prochaine fois, on verra comment est-ce qu'on gère avec un programme les échanges entre la mémoire et le microprocesseur via les différents types d'adressage. Je vous remercie.